Bonsoir, Lorraine Pétard. À la fois un auteur, un acteur également et aussi un metteur en scène. Alors, merci à RTV Studio à nouveau pour cette collaboration fructueuse avec le Théâtre du Nouveau Monde en ce début de saison. Alors que Being at Home with Claude a pris l'affiche hier soir, il y en a parmi vous qui avez sans doute vu la pièce déjà et plusieurs d'entre vous qui allez la voir ce soir ou plus tard. Bien, c'est un grand plaisir d'accueillir l'auteur, vous le savez. S'il y en a parmi vous qui êtes des fidèles d'ART-TV, souvent on rencontre le metteur en scène, on rencontre des gens qui sont créateurs dans l'ombre, parfois jamais un acteur parce que l'acteur se prépare pour jouer. L'auteur, c'est vraiment agréable de parler avec l'auteur de sa pièce, de la genèse de sa pièce, et également des thèmes et des défis, dans le fond, qu'il lance aux metteurs en scène et aux comédiens en écrivant un texte de cette densité et de cette envergure qu'est Being at Home with Claude. 31 ans, 31e anniversaire d'écriture et 30 ans de création. 30e d'écriture et le 29 de le création. 29e de création. Dans quelques semaines, l'écriture, c'est début novembre. Début novembre. Bien, on va commencer avec cette question-là, René Daniel, parce que je sais qu'elle brûle les lèvres de beaucoup de gens, parce que nous, on l'a lu dans les journaux. Bon, il y en a quelques-uns parmi vous qui savez que cette pièce a été écrite très rapidement, mais c'est quand même assez étonnant qu'en 5 jours, 5 soirs, même pas le jour, tu aies pondu cette pièce qui dure 1h40 au TNM, alors ça donne une idée, et qui comprend des pages, mais un nombre de pages incroyables, entre autres le monologue de Yves à la fin. Mais aussi des choses pour les gens qui apprécient ce genre de détails, sinon vous pouvez penser à votre liste d'épicerie. Il y a quelque chose d'extrêmement difficile, surtout du côté de l'inspecteur. Ça ne paraît pas, vous vous en rendez pas compte comme spectateur. Mais quand on est acteur, et j'en étais conscient en l'écrivant, mais tu ne peux rien faire avec ça. Il y a des phrases qui sont extrêmement claires quand tu les entends. Mais les apprendre, c'est l'enfer. Je vous donne un exemple. En parlant des empreintes digitales, les tiennes, on les a pris sur la tasse dans laquelle a été servi le premier café que monsieur s'est fait apporter. C'est clair quand vous l'entendez. Essayez de me le redire, rien que pour le fun. Elle est faite comme ça. Et il y en a plein. Et parfois, c'est des paragraphes entiers qui sont comme ça. Et de la façon que c'est écrit, il y a beaucoup de boucles, de grandes boucles. L'inspecteur repose des questions 3-4 fois. S'il se trompe un embranchement, il saute ses pages ou il revient en arrière de 4. Ah oui, c'est un vertige pour les comédiens. C'est un plongeon dans le vide, en oui, fait. D'ailleurs, on m'a raconté, j'étais pas là au moment où c'est arrivé, parce qu'il y a un grand bout, pendant le tournage du film de Being at Home en 91, apparemment, le texte, Jacques Godin, qui jouait l'inspecteur, le texte, apparemment, a flyé d'un bout à l'autre du studio une couple de fois, et mon nom était associé à toutes sortes de bêtes immondes et de saints. Il m'a traité de tout et non. Qui c'est qui a écrit cette maudite affaire-là? Parce que ça vient pas. Tu as besoin que ça sorte spontanément, mais à cause de la complexité, tu te Mais pognes les René pieds dans le Daniel, tapis. on va parler de la langue, parce que vraiment, et vous aurez, j'espère, l'occasion de lire la pièce si jamais vous l'avez jamais lue. Faites-le avant ou après, peu importe, mais en tout cas, ça serait intéressant que vous achetiez le livre. D'ailleurs, il va être en vente au Théâtre du Nouveau Monde. Je te fais de la promotion. Mais avant tout, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce séjour à New York où tu t'es retrouvé face à l'écriture, une page blanche, et que tu t'es mis à cracher Being at Home with C'est moi qui Claude? l'ai sorti à page blanche. C'était assez simple. J'étais à New York pour 2 semaines, je pense. Il y avait un atelier de traduction de ma première pièce, Panique à Longueuil. Alors, on travaillait 2 semaines avec le traducteur et des acteurs. Et à la fin de ça, il y avait une lecture publique dans un endroit, l'équivalent du CEAD à New York, mais qui a un membership beaucoup plus restreint qui s'appelle New Dramatist. Et ils ont des chambres pour les auteurs en haut. C'est formidable. Tu arrives là, puis ils te disent, bon, voilà, il y a les serviettes, le linge, tout ça. Mais ici, puis là, il est où un garde-robe? Tu as le papier, le ruban de machine à écrire, les dictionnaires. Oui. Ça, c'était l'essentiel. Et ce qui s'est produit, c'est que j'avais des gros problèmes de sous. Et je savais qu'en rentrant, je n'aurais pas le temps d'écrire à mon goût. Je serais dérangé par toutes sortes d'affaires. Alors, à un moment donné, je me suis dit, il me reste une semaine, j'étais à mi-chemin du voyage. J'en ai écrit une, le soir. Et j'ai parti complètement à froid. Ce n'est pas une idée que j'avais. Je suis parti à froid. J'ai écrit sur une feuille lundi 5 juillet 1967. Il est 10h30 du matin. Ça se passe au Palais de justice de Montréal et le personnage regarde une carte géographique. J'ai laissé la feuille là. Puis le lendemain matin, je l'ai regardé, puis là, tu te demandes, OK, pourquoi est-ce qu'un personnage peut regarder une carte géographique? Puis là, tu fais toutes les listes. Combien de sortes de cartes géographiques qui existent? J'avais aucune idée. Au début, je pensais que c'était 2 touristes américains assis dans les marches, dehors, sur Notre-Dame. Et à un moment donné, ça a fait, oh,
Zut, j'en ai oublié une raison de regarder une carte géographique. Tu regardes une carte géographique parce que quelqu'un te raconte un trajet qu'il a fait, mais ça n'a pas de bon sens quand tu regardes sa carte. Ben, OK. Au début, je pensais que c'était le placard à balai ou l'escalier extérieur, le lieu du palais de justice. Ça a fait non, le bureau d'un juge. Arrête. Cherche pas à être original. Prends le bureau d'un juge. Bon, OK. Et là, ça a fait. Sauf que le juge n'est pas là. OK. Qui c'est qui est là? OK. Il y a un petit gars. Oh, boy. Il y a quelqu'un qui a forcé la police à aller là. OK. Puis c'est ça que le flic ne comprend pas. C'est le flic qui regarde la carte. Good. Pourquoi on est 10h30 le matin? Si on est le lundi 5 juillet, ça veut dire que la semaine passée, c'était la fête du Canada. C'est le 1er juillet. Puis on est en 1967, donc c'est le centenaire. Donc, il y avait des grosses célébrations. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des touristes en ville pour l'expo. Ça veut dire que si on est dans le bureau d'un juge, puis que le petit gars qui est là, comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans le bureau? Il y a une affaire de chantage dans l'air ici. Mais ça, c'est allé à la vitesse. Ça a pris 4 fois moins de temps que le temps que ça me prend pour vous l'expliquer. Et là, j'ai dit, OK, c'est correct que je l'écris, mais là, j'ai pas de temps. Il me reste 5 soirs à New York. Qu'est-ce que je fais? Voilà ce que je vais faire. Je vais écrire, va me donner la clé, pourquoi il l'a fait, puis après ça, j'écrirai l'interrogatoire, je vais savoir exactement à quoi il n'avait pas répondu avant. Mais il fallait que tu penses quand même à ce meurtre passionnel entre un jeune prostitué et un amant, là. Oui, c'est sûr. Ah oui, là, il y avait les thèmes. Il y avait que je voulais que J'espérais que ce serait une pièce policière. Et ça, c'est grâce ou à cause, c'est selon, d'une conversation avec Normand Chorette, qui était là aussi à New York à ce moment-là, parce qu'il y avait une série, dans un autre théâtre, il y avait une série de lectures, mais avec moins de répètes. Il était là moins longtemps. Et un soir, dans la chambre d'hôtel de Normand, on s'est mis à jaser des pièces policières. Sa pièce à lui, qui était lui, c'était Provincetown Playhouse, qui est une pièce policière. La première pièce dans laquelle j'ai joué quand j'avais 15 ans, c'était Zone de Marcel Dubé. Je faisais un chef de police à 15 ans, pas pire. Il y a Meurtre pour la joie de Jean-Marie Lelièvre. Il y en a toute une série. Donc, et j'avais vu à la télé 12 hommes en colère, la vieille version avec Peter Fonda. Et d'ailleurs, le premier titre de Being at Home, c'était « N'égale pas 12 hommes en colère ». N'égale pas 12 hommes en colère? Oui. C'était pas un titre, c'était juste comme une référence. Et donc, je me suis assis, puis je me suis dit, OK, l'inspecteur ne peut pas comprendre ce qui me fascine dans la vie. Et ça ne m'a jamais laissé. Nous vivons tous seuls et nous sommes tous des énigmes pour les autres. Jamais personne ne saura ce que goûte votre vie de l'intérieur. Personne sauf vous-même. Et ça me garoche les murs 10 fois par jour. Je te comprends. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de notre civilisation. On l'oublie ça. On est toujours dans les grands ensembles. On parle de l'humanité, on parle des grands projets politiques, on parle de tout ça d'affaires. Oui, mais attends, on le vit une personne à la fois. Et là, c'était la confrontation de ça. Il a fait quelque chose et c'est incompréhensible si lui ne se l'ouvre pas. Et il s'est mis les pieds d'un plat sans le vouloir. Bon, il y a le meurtre, mais il y a toute l'extravagante situation qu'il a mise en branle sans se rendre compte des conséquences de ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il est totalement embourbé. Et c'est à la fin, quand l'inspecteur l'envoie péter des fleurs, et il se prépare à lever le campement, à quitter le bureau du juge, qu'il se rend compte que c'est complètement moron ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a à faire, c'est ou bien se taire, ou bien le dire, mais il ne sait pas comment. L'autre l'a accusé d'être stone. Partons de ça. Je n'étais pas stone. C'était pire que ça. J'étais en amour. Yes, c'est ça. J'ai jamais été aussi tout croche de toute ma crise de vie. C'est les premières phrases. Ça, c'est ça que j'ai écrit. Et ça a sorti, je pense, c'est un soir et demi, le monologue. Comme si c'était écrit d'avance. Ben, c'est ce qu'on comprend. Je le tapais à la machine, les fameuses machines qui nous fournissaient dans les chambres. Et quand j'ai eu terminé, j'ai fait... Et c'était d'une clarté dans ma tête, et simple, aucune émotion. C'était pas du tout le moton comme j'ai eu tantôt, là. Pas du tout. C'était d'une clarté, c'était lui, là. Et j'imaginais ça sur une scène. J'étais sur une scène et la pièce se passait autour de moi. C'est chez Duceppe que ça se passait. Pour une raison... Tu as pris ta revanche, tu as fait le printemps, M. Deslauriers. Voilà, c'est ça. Non, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Ça s'est imposé. Tu ne choisis pas ces affaires-là. Et donc, après ça, j'ai écrit l'interrogatoire. Et quand j'ai eu complètement fini, j'ai fait, il manque quelque chose. Ah, je sais.
il était très clair pour moi. Il y a un style, excusez l'expression anglaise que je vais utiliser dans un instant, mais dans la littérature policière, il y a un style qui s'appelle le whodunit. Qui l'a fait? Hein, Agatha Christie, Sherlock Holmes et compagnie. Mais là, c'était pas ça. L'idée, c'était pas de savoir de se demander qui a tué, c'est pourquoi. Donc, il fallait que la pièce commence en sachant qu'il n'y avait aucun doute sur la culpabilité du garçon. Donc, la dernière chose que j'ai écrite, c'est la première phrase. Puis moi, t'imagines-tu que j'aimerais pas mieux être en train de faire la queue pour le pavillon du Japon en place d'être pogné avec une guédoune du parc La Fontaine qui s'amuse à égorger le monde? T'imagines-tu que j'ai rien que ça à faire dans la vie? Puis là, ça a fait OK, c'est ça. Puis le reste de la réplique était déjà écrit. Pour moi, c'était sur la passion. Et ça, c'est allé très, très vite. C'est-à-dire qu'aussitôt que les quelques instants là, dont j'ai parlé, là, quand j'ai écrit « J'étais pas stone ». OK, j'étais pas stone, j'étais à quoi? OK, c'est plus que ça, j'étais en amour. Là, la question qui m'est apparue, c'est « Avec qui? » Et là, ça m'a tout de suite fait. Si, parce que c'était clair que le personnage était masculin, le personnage qui parlait. Si la personne qui a tué est une femme, quoi que j'écrive, c'est une pièce à violence conjugale. C'est vrai. Oui, c'est incontournable. Et c'est pas là que je voulais aller. Là, je me suis dit, OK, est-ce que je le change, puis je fais une fille qui a tué son chum? Puis là, tu fais non. Le monde va dire, Garley, il essaye de virer ça de bord, alors que dans les faits, statistiquement, on sait que c'est le contraire, c'est les gars qui tuent les filles. On est dans le même piège, mais reviré à l'envers. OK. Est-ce que c'est deux filles ensemble? Non. L'univers lesbien, ce serait sûrement fascinant d'y aller, mais il y a trop de clés de sensibilité, il y a trop de... Et je trouve l'imaginaire des filles, l'imaginaire amoureux des filles tellement immense que je ne saurais pas par quel bout le prendre. L'inspecteur, lui, personnage assez énigmatique dont on apprend peu de choses, un téléphone à sa femme, il part pour ses vacances, mais tout... Et il révèle quelque chose quand même, il révèle un secret. À Claude, à Yves, qu'on n'est pas obligé de révéler ce soir. Mais comment on crée, parce que lui aussi, il y a un monologue assez long au départ. Là, en fait, il dialogue, oui. Il dialogue seul. Mais c'est très drôle parce qu'il sait distiller à travers l'écriture du questionnaire, enfin, des périodes de questionnement, d'interrogatoire. Je ne l'ai jamais dessiné. Il est apparu, il s'est formé au fil, et il a énormément changé d'une production à l'autre. J'ai vu beaucoup de productions de Being Atom. J'en ai moi-même dirigé quelques-unes. Oui, on va en parler. J'en ai vu beaucoup. Et il y a eu toutes sortes d'inspecteurs. Guy Godin Jacques Godin, pardon. Godin dans le film de Jean Baudin. Dans le film, Tauvette à la création, Guy Tauvette, qui est assez... costaud, assez oui. Costaud, gaga, mais il y en a eu il y a eu une production à New York où le petit gars, Yves, c'est une espèce d'affaire qui devait mesurer 6 pieds et demi de haut, avec des grands cheveux. Et l'inspecteur était tout petit. Et l'inspecteur avait l'air d'avoir 5 ans de moins que lui. Et Hakim Novak, le metteur en scène, avait complètement monté ça, la magnifique traduction de Linda Gaborio, il avait complètement monté ça sur l'épuisement speed. Des gens qui sont épuisés, alors ils pompent tout le temps. À un moment donné, ils étaient tous les deux couchés sur le dos, puis ils pédalaient en l'air, et ça criait, puis ils se couraient, puis ils finissaient pas leur phrase. À un moment donné, ils se trouvaient plus les uns les autres dans la pièce. Donc, complètement un autre inspecteur, en italien à Florence. Vraiment, un monsieur, un père de famille très simple, pondéré. Il y en a eu vraiment... Raisonnable, sensé, analytique. Tout à fait. Tout à fait. Et cultivé. On sentait sa culture, c'était l'univers italien, c'était absolument magnifique. Donc, j'en ai vu de toutes sortes, mais les bases d'interprétation ont vraiment surgi d'elles-mêmes dans l'interrogatoire. Je ne voulais pas qu'il y ait de scènes où il expliquerait « voici ce que je suis ». Il n'y en a pas question. La seule scène en dehors de l'interrogatoire, c'est la scène avec le sténographe, c'est-à-dire celle, il y a le téléphone, et la scène avec le sténographe qui, je crois, est la scène la plus inutile de tout le répertoire. Et elle est là pour ça, parce que tu as l'autre, tu as le sténographe qui arrive, puis là, évidemment, eux autres, ils font une enquête, tu sais, ouais, c'est qui ce petit vierge-là, d'où c'est qui sort, puis qui c'est qui fait. Et
tout ce qu'ils trouvent ne les éclaire en rien. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Vous pouvez bien, et ça vole avec la question dont je vous parlais tantôt, personne ne le saura jamais si lui ne le dit pas. Vous pouvez bien en sortir des pleins camions d'informations. Vous n'y comprendrez pas goutte pour autant. Mais je peux révéler quelque chose, René Daniel, dans cette scène totalement inutile, lors d'une confidence, après un soir de première, tu nous as révélé, ou un soir de général, tu nous as révélé que les informations données sur Yves étaient quand même assez près de toi au niveau de référence autobiographique. Oui, et s'il y a un psychanalyste dans la salle, attention avant de tirer des conclusions. C'est une raison extrêmement simple. La mort de la mère, par exemple. Oui, la mort de la mère. On apprend que la mère d'Yves sera morte dans un bureau de Radio-Canada en 67. Bon. Ma mère est morte dans un bureau d'administration publique, mais c'était pas à Radio-Canada, c'était pas en 67, c'était au CN en 66. Donc, et plusieurs autres informations, je les ai juste transportées dans le temps. Pour une raison très simple, à vitesse qu'il fallait cette scène inutile. Donc, elle était là pour être inutile. Donc, c'est sûrement pas pour attirer l'attention dessus. Et j'avais pas le temps d'y inventer une histoire. Vous n'avez pas idée de la vitesse à laquelle ça va dans la tête. Là. Et là, tu fais, faut que je règle ça parce que je veux continuer l'interrogatoire. Alors, qu'est-ce que... OK. Alors, je sortais des bouts de ma vie, puis j'ai tapé sur la machine en les décalant. Mais c'est assez... Et à un moment donné, les morceaux de casse-tête se sont réunis, puis ça a donné la vie de Yves. Ça a donné la vie de Yves. Et je ne pense jamais à ça. Là. Ça fait depuis samedi que j'ai vu chaque représentation ou enchaînement. Mais il n'y a pas de rapport. Là, je vais te poser une question qu'on pose à beaucoup d'auteurs. Puis moi, des fois, je ne suis pas sûre de saisir, mais il y a un moment où les auteurs disent « Ce n'est plus ma main qui écrit, c'est la main des personnages ». Est-ce que tu es dans cette école de pensée-là? Parce que tu as eu l'air d'être habité par ces personnages-là. C'est pas tout à fait ça. Okay. Je comprends. Je peux comprendre que ça arrive. Ça m'est arrivé dans d'autres cas. Non, ça n'a jamais été la main du personnage. Mais il est arrivé que les personnages me souffrent dans le cou. C'est ça. La princesse russe nymphomane dans 26B, c'est pas du colonel Foisy. Elle me parlait, là, puis à un moment donné, je faisais qu'est-ce qu'elle veut. Alors, elle savait plus que moi sur certains sujets. C'est assez étonnant ce que ça fait. Ça doit être assez étonnant comme état d'écriture. Mais là, c'était un peu ce que j'ai évoqué très rapidement tantôt, c'est que dans ma tête, quand j'arrivais le lendemain soir, parce que je finissais d'écrire, je me couchais. Le lendemain matin, j'allais dans les musées, je me promenais dans New York. L'après-midi, on répétait pour la lecture publique qu'il allait y avoir de panique. Après ça, j'allais souper avec le metteur en scène ou quelqu'un. Puis là, je rentrais dans ma petite chambre. Puis quand je mettais une feuille dans ma machine à boules IBM, je me retrouvais sur le plateau chez Duceppe. Et les personnages attendaient. Et là, tout à coup, il y en avait un qui faisait « OK, puis du parc, t'es allé où? » Oh, OK, c'est reparti. Puis j'étais un peu, en fait, dans la place du sténographe. N'est-ce pas que c'est édifiant? Enfant, méfiez-vous de l'âge. Mais tu es toujours aussi bouclé. Ah, ça oui, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça, oui. On va jouer un jeu, c'est-à-dire que je vais prendre le livre. Il m'a demandé de trouver un extrait, j'ai aucune idée qu'il voulait. Alors j'ai dit à Lorraine, tantôt, je vais te donner le livre, ouvre-le à une page au hasard, puis je lirai ce qui est écrit là. Exactement. Alors j'espère que je ne tombe pas sur le rôle du policier. Mais il y a d'autres choses autour. Ah, ben alors, ça a l'air pas mal. J'ai pas mes lunettes, mais je vois quand même des longues plages. Qu'est-ce que... vas-y donc avec la page de droite. Qu'est-ce que c'est? Je prends de la fin. La fin, c'est l'inspecteur. C'est une des grandes envolées, une des grandes arabesques de l'inspecteur. Alors que si Annie pousse un cri quand ça va faire 2 minutes. Parce que moi, je compte pas le temps quand je pars. Alors, je vous donne la fin de la strophe précédente. OK, depuis hier matin, on est ici, puis tout que je sais de plus, c'est que chez vous, la sonnette t'a arraché puis le téléphone avec. Tu restes dans les taudis de la rue Saint-Dominique, entre de Montigny puis Ontario. T'as appelé chez ta voisine que t'as knocké avant de partir en y laissant de quoi se stoner à la bine pour jusqu'à Noël. C'est bien juste ça se souvenait de son nom. Pour l'amour du calice, qu'est-ce que tu veux? Le petit gars. Le juge le sait, demandez-y. L'inspecteur, froidement. Tu me redis ça encore une fois. Une fois. Puis je te dévisse la tête. Je sais pas pourquoi tu y as fait ta passe à ton scribouilleux, je sais pas qu'est-ce que tu y voulais ou ben non, qu'est-ce qu'il te voulait. Lui, il n'y a rien, rien. Il n'y a pas de chance que vous vous soyez rencontrés nulle part à part au dos coin de Pile puis Sainte-Catherine à l'heure du trafic. C'est un beau gars, cultivé, je vois pas en tout qu'est-ce qu'il pouvait faire avec un trou de cul comme toi. Il se dopait pas, il savait boire, il sortait pas d'un club, autant qu'on peut savoir pour le moment. Ses voisins ont tout reviré sur le top quand ils nous ont vu arriver avec l'ambulance puis le sortir à briller. Qu'est-ce que t'allais faire? Le soir du centenaire du Canada, j'ai un gars qui reste à Villeray, qui allait 3 fois par semaine porter à souper à sa vieille voisine dans dessous, bout de Christ! On va arrêter ça, là. Ça va. C'est beau! Bravo, Daniel, bravo! Jusqu'à ce que je revienne de New York, c'est-à-dire pendant les quelques jours qu'il y avait là, à la fin de mon séjour new-yorkais, après avoir terminé de l'écrire, où ça s'appelait toujours « N'égale pas 12 hommes en colère », en anglais, là.
pour moi, c'était comme une note sur une napkin. J'ai noté ça, puis je l'ai mis dans mon sac. Et c'est quand je suis arrivé à Montréal, le téléphone sonnait, j'avais une autre de mes pièces qui allait paraître, Les Bédouins. J'avais fait la correction d'épreuve pour le MEAC juste avant de partir pour New York. Et j'avais un ami qui, pendant que j'étais à New York, écrivait la préface de cette autre pièce-là, Jean-Marie Lelièvre. Et quand j'arrive chez moi, le téléphone sonne, j'entends à l'autre bout le répondeur à l'époque qui déclenche. J'entends la voix de Jean-Marie qui fait « Oh, es-tu revenu? J'ai fini! » Puis qui a l'air bien content, je sens que ma valise à terre, je pars en courant. J'arrive dans ma chambre, décroche le téléphone, puis il me dit « Hey, j'ai fini, tu veux que je te la lise? » Alors, je m'assois sur le pied du lit, puis je fais « Ah ouais, vas-y. » Là, une chance que je ne revenais pas de Paris, parce que ça aurait été plus compliqué, j'aurais été un peu plus croche, mais New York. Et il me lit la préface, c'est magnifique, je suis complètement bouleversé. Puis là, à un moment donné, il atterrit, lui, ici, un peu à l'autre bout, il a eu le hockey, c'est bien beau, sa préface. Puis il fait « Puis toi? » Puis New York, je dis « Ouais, je n'ai pas payé la lecture, ça a bien été, puis j'ai écrit une pièce. Pardon? Ben ouais. Et là, tu as trouvé le titre? Non. Puis là, il me fait, non, c'était un peu plus tard le titre. Okay. Puis là, il me fait... parce que moi, je suis une manie. À l'époque, j'appelais des amis en pleine nuit pour lire des bouts là, de pièces sur lesquelles je travaillais. Fait que là, ils s'attendaient à ce que je propose quelque chose, mais ça venait pas. Je savais pas, j'avais peur de m'apercevoir que c'était vraiment dum-dum. Puis, tu veux que je t'en lise un bout? Il dit oui. OK, attends, bouge pas. Je mets le téléphone sur le lit, je vais ouvrir ma valise, je prends le texte. Et là, je m'installe sur le lit, je commence à y lire, et j'y ai lu au complet. Et en la lisant, l'émotion, c'est indescriptible. J'ai réalisé ce que j'avais écrit. Mais ça m'a rejoint comme une balle de bolo avec l'élastique tiré au max. Là. Quand tu lâches la balle, tu reçois en arrière de la tête. C'est ça. J'étouffais. Je lisais ça, je dis, voyons. Mais quand je l'ai écrit, c'était vraiment là, dans la maîtrise de l'art. C'était vraiment là, comme ça. Oui, une langue ciselée trouvée. Ça. Comment il a dit ça tout à l'heure? OK, ça. Il faut être fou en vierge, monter sur une scène tous les soirs devant 800 personnes, puis se jeter dans le vide. Parce qu'on dit toujours le théâtre, hein, je vous jure, essayez d'en apprendre une page, puis je m'en reparlerai. Et en plus, le trajet d'émotion dans lequel... des montagnes russes, puis te dire, il va falloir que tu en fasses 20 coques bout à bout, là. J'ai un respect sans nom pour ça. Et en plus, ils le font magnifiquement. Alors, je peux même pas me plaindre. Je t'ai fait un magnifique compliment, mais en ton absence, parce qu'on a eu un succès, vous le savez, remarquable avec Cyrano de Bergerac cet été. Et j'ai dit, sincèrement, les personnages de Yves et de l'inspecteur sont aussi compliqués à apprendre et à jouer qu'un Cyrano de Bergerac. C'est pas en vers, c'est pas 1600 vers, mais c'est des performances émotives, de mémoire, de précision, de rythme, vous allez le constater, c'est vraiment fabuleux. Je pense que ce serait plus simple en vers, parce que le vers, pour un moi, acteur... il donne des rimes. Il donne des rimes, et donc il donne une scansion, il donne... Il y a des voix. T'es pas en Jeep dans la jungle, t'es sur une voie de chemin de fer, il y a des tracks à terre. Le train, il va te suivre, les tracks. C'est ça, alors que Binghaton, tu pars en dune buggy dans la forêt. Hey, merci René Daniel. Merci Lorraine. C'est trop court, c'est sûr, c'est trop court.